Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce premier direct de la rentrée des classes organisée par Miroir Social. Alors, sur le sujet de la comment on évite la banalisation des agissements sexistes au travail, un sujet proposé et porté par WorkSaga, le cabinet WorkSaga, et par Solène Romonguin, qui est donc avocate. Donc tous les deux, c'est vous qui portez cette rencontre. Donc le cabinet WorkSaga, représenté par Grégory, vous êtes vous expert CSE, pratiquement avec expert CSCT, avec un prisme conditions de travail, et Grégory, tu es également expert judiciaire, donc par ailleurs. Voilà. Merci à WorkSaga de porter cette rencontre. Bienvenue à vous dans la salle. Vous êtes nombreux, donc je pense que ça va être riche, parce qu'on a la chance, outre les témoignages et l'apport de WorkSaga et de Solène avec son regard juridique d'avocate sur le sujet, on va avoir aussi et surtout les témoignages d'élus et de représentants syndicaux, alors représentés par Sonia Paco. Alors Sonia, toi tu es secrétaire régionale CFDT en région PACA et tu es particulièrement en charge de toute la politique PACA, non, excuse-moi. Auvergne, attends. En Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, excuse-moi, ouais, c'est pas le même territoire. Ok, pas le même quartier. Et donc, tu es en charge de toute la politique de prévention des agissements sexistes et sexuels au travail au niveau du territoire. Alexandra David, toi, tu es référente harcèlement au CSE de Randstad Sud-Ouest, donc l'intérim. En contact avec des entreprises du BTP, des secteurs où, on va dire, propices, ou alors c'est peut-être des clichés que je peux avoir moi-même sur un peu la propension à avoir des agissements ou le sujet qui soit porté sur ces terrains-là. Et Linda Mancini, toi, tu es syndicaliste, tu es responsable au niveau d'un syndicat qui est le CECI, et tu es représentante du CECI, notamment chez Pénélope, l'agence Pénélope, une agence d'hôtesse et d'hôtes d'accueil dans les entreprises. Et avec vous deux, ça va être intéressant de voir l'exposition des femmes aux agissements sexistes en étant prestataire chez des donneurs d'ordre, pas en direct, donc une relation compliquée et pas facile à appréhender pour vous en tant qu'élu. Donc moi, je suis Rodolphe Elderlé, je suis le rédacteur en chef de Miroir Social et je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Donc n'hésitez pas vraiment à interagir, à partager vos témoignages. On va vraiment se donner les moyens et d'essayer au maximum de les prendre en compte dans les échanges qui vont nous nourrir pendant jusqu'à 10h30. Grégory, on va commencer par toi. Qu'est-ce qui amène, parce que souvent on parle de harcèlement, qu'est-ce qui amène WorkSaga à vouloir, parce que c'est vraiment toi qui est venu, qui a voulu porter le sujet de cette façon-là, qu'est-ce qui amène WorkSaga à vouloir parler d'agissements sexistes, particulièrement. Je vais terminer sur l'introduction. On va vraiment se focaliser sur les agissements sexistes. Parce que si on commence à parler de harcèlement, les sujets sont liés, mais on débordera et on ne sera pas sur 1h30, on ne va pas tenir le timing et la promesse. Donc on s'emploie à rester sur la problématique de l'agissement. Alors qu'est-ce qui amène, toi, Grégory, à vouloir porter le sujet de cette façon-là, sous l'angle de la banalisation, au regard de votre expérience? À toi la parole. Alors nous on est un cabinet d'expertise qui intervient donc sur les missions légales relatives à l'expert comptable, mais notamment sur les conditions de travail, la politique sociale et l'emploi, mais aussi sur les sujets SSCT. Et en fait, on s'est rendu compte que ce sujet sur les agissements sexistes, il y avait une problématique déjà de comprendre de quoi on parlait. Et en fait, pourquoi on le porte? Parce que c'est un sujet qui est massif, majeur dans le monde du travail. Et là, je vais donner quelques chiffres. Plus de 8 femmes sur 10 indiquent avoir subi des agissements sexistes au travail. Donc, c'est une problématique majeure. Après, il y a des hommes qui le subissent, mais dans des moindres proportions, 4 fois moins à peu près. Donc, c'est pour ça que c'est une problématique qui concerne en priorité les femmes et aussi les hommes, mais de manière beaucoup moindre. Donc, c'est un sujet qui transcende le monde du travail et il faut avoir en tête aussi que aujourd'hui, le tertiaire, l'activité tertiaire,
c'est à environ 80% de la population salariée. Et dans le tertiaire, un des principaux risques professionnels qui devrait ressortir partout, c'est ce risque de violence sexiste puis sexuelle. Donc, voilà, c'est un sujet qui est central, massif, et pour moi, qui est à la base de l'égalité professionnelle. Je ne vois pas aujourd'hui comment on peut parler d'égalité professionnelle sans traiter ce sujet d'agissement sexiste. Voilà. Ok. Grégory, histoire de bien planter aussi le sujet, on parle d'agissement sexiste. Solène y reviendra bien mieux que moi sur le cadre légal qui va suivre ton intervention, mais quand on a cadré, on a préparé ensemble, tu m'as parlé plusieurs fois de tolérance zéro. Pour toi, tu étais adepte d'une approche de tolérance zéro sur les agissements sexistes. Or, on voit et on verra tout au long des témoignages qu'il y a un décalage entre le cadre légal et la réalité des comportements dans les entreprises. Ça veut dire quoi, tolérance zéro pour toi? Alors, la tolérance zéro, qu'est-ce que signifie la tolérance zéro? C'est que, en fait, lutter contre le sexisme en milieu professionnel commence par des actions fortes et visibles. Et en fait, il faut des engagements clairs et fermes de la direction des entités qui sont essentiels pour travailler dans un environnement professionnel sain. Et par exemple, signer un engagement pour une communication non sexiste de la part d'une direction et de l'afficher partout, ça doit être visible, incarné au quotidien, c'est ça la tolérance zéro. La tolérance zéro, c'est pas je sanctionne tout le monde, n'importe quoi, c'est pas ça, ça en fait partie, mais c'est surtout que ça doit partir d'une initiative. Je rappelle que l'employeur, c'est lui qui est responsable de la santé des salariés. Et donc, ça doit passer, la tolérance zéro, c'est ça, c'est un engagement ferme, important, dans la durée de la direction sur ces sujets-là. Parce que comme on l'a vu, c'est un sujet de santé, publique même, parce que ça ne concerne pas que la sphère du travail. Et c'est pour ça que nous, on dit c'est la tolérance zéro. La tolérance zéro, c'est déjà une direction, elle doit afficher qu'elle lutte concrètement contre les agissements sexistes. Si elle ne le fait pas, on est dans du social washing, puisque finalement, il y a des mots, mais il n'y a pas d'action. Parfait, Grégory. Alors, je remercie dans la salle du chat Marie-Angéline qui représente également WorkSaga et qui donc va vous partager des liens, des ressources produites par WorkSaga sur le sujet qui nous concerne ce matin. Donc, merci Angéline dans le chat. Grégory, je te laisse annoncer. On va vous proposer, on va pas être lourd avec ça, mais un petit sondage en 2 questions. La première, je te laisse la poser et si vous pouvez y répondre et on fera ça sera l'occasion d'en parler à la fin. À toi Alors, juste pour un élément de contexte, comme je vous disais, 8 femmes sur 10 ont vécu des agissements sexistes au travail et il faut savoir que 59% des hommes entre 25 et 34 ans pensent qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste. Donc, vous voyez qu'il y a un sujet de sensibilisation, de comprendre de quoi on parle. Et donc, ce premier sondage qu'on va vous proposer, on va proposer une question, en fait, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur où est la limite entre compliments, séduction, agissement sexiste, harcèlement. Et ça, on le voit tous les jours en formation sur ces sujets avec ces questions. Avec la question que vous avez, aujourd'hui, on peut plus rien dire. D'accord. Et c'est justement ça. Nous, on travaille sur ça pour se dire, si en fait, ça va être clair. Et on va laisser la main à Maître Romonjean qui va nous expliquer ce sujet-là. Donc, la question qu'on va vous mettre dans le chat, que va vous mettre Rodolphe, je vais vous la lire. Que pensez-vous de la situation suivante sans autre élément contextuel? Un homme, en disant bonjour à sa collègue le matin, lui dit « Elle est jolie ta robe aujourd'hui ». Voilà. A priori, cette situation relève-t-elle ou pas d'un agissement sexiste? Et là, vous avez le sondage normalement dans le chat. Dans la partie sondage qui s'affiche. Voilà, dans la partie sondage, pardon, excusez-moi. Voilà. N'hésitez pas à y répondre. Et ça sera l'occasion de faire un point de comparaison avec la question qui suivra en fin de live, donc teasing, et ça sera l'occasion de conclure un peu nos échanges sur la base de tout ça. Donc, n'hésitez pas à répondre. Merci Grégory. Je passe la parole à Solène. Alors, Solène, tu es là. Hop. Oui. Et Solène, donc, toi, tu es avocate, donc vous travaillez ensemble avec Grégory sur le sujet. Et ça est l'occasion avec toi d'avoir. Alors, on va pas vous plomber avec des tonnes de slides. D'ailleurs, il y en a pas. Donc, je préfère vous le dire tout de suite. Il n'y a rien à télécharger. Vous recevrez des ressources par ailleurs. Mais toujours est-il, Solène, si tu peux nous présenter justement. Illustrer de façon synthétique un peu le panorama fourni
je reprends ton terme, d'arsenal juridique hein, qu'il y a en matière d'agissement sexiste et de harcèlement sexuel. À toi la parole. Merci Rodolphe. Je vais essayer effectivement de ne pas, je ne sais plus le terme que tu as employé, mais de ne pas vous endormir ou quoi que ce soit. Mais j'ai la lourde tâche effectivement d'être un peu sur la partie définition législative qui n'est pas forcément de prime abord la plus intéressante puisqu'on aime bien échanger et partager. Mais je pense que pour ne pas banaliser les agissements sexistes, déjà il faut savoir de quoi on parle. C'est vraiment la première étape. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la France est quand même un pays qui est en avance sur ces sujets. Pourquoi ? Parce que dans le monde, il y a très peu de pays qui ont pénalisé l'agissement sexiste, c'est-à-dire qu'ils en ont fait une infraction. Donc, on a en France une infraction pénale qui s'appelle l'outrage sexiste ou sexuel et qui donc pénalise le comportement de l'agissement sexiste. Donc ça, c'est déjà quelque chose, on y reviendra après, mais d'abord, en fait, on est obligé d'en passer par la définition de l'agissement sexiste. Ça existe depuis 2015 et dans le Code du travail, ça se situe sur la partie égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et c'est vraiment important de le voir puisque c'est cette valeur qui anime l'intervention notamment de WorkSaga et pour laquelle, en fait, je suis partenaire. Parce que, in fine, c'est cette valeur-là qui est défendue quand on lutte contre les agissements sexistes. Donc, la définition, c'est que nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Donc, il n'y a pas moins de 5 adjectifs dans cette définition. Donc, un agissement, ça c'est facile, c'est tout ce qu'on dit, donc un propos, et tout ce qu'on fait, un comportement. Lié au sexe, là aussi, je pense que vous pouvez facilement comprendre. L'agissement est différent selon le sexe de la personne qui est victime. C'est-à-dire que l'auteur d'un agissement sexiste, il va se comporter différemment si en face de lui, parce qu'en face de lui, soit c'est un homme ou soit c'est une femme. Là-dessus, rapidement, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mes exemples, je vais essayer d'utiliser des exemples du côté des deux sexes, mais majoritairement, les agissements sexistes sont quand même subis par des femmes et majoritairement, les auteurs sont des hommes. Mais il y a aussi des hommes qui sont victimes d'agissements sexistes et des femmes qui sont auteurs. Alors, tout agissement ayant pour objet, ça veut dire que c'est le but de l'agissement, ou pour effet, là, c'est la conséquence de l'agissement, même si le résultat n'est pas voulu. Et donc, soit cet agissement, il a pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la dignité. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que c'est un manque de respect de la personne. Ou alors, l'agissement a pour but ou pour conséquence de créer un environnement, et là c'est les 5 adjectifs, intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire un environnement, c'est des conditions de travail qui deviennent insupportables, même si le comportement d'agissement sexiste n'est pas en lui-même une atteinte à la dignité. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette définition à tiroir ? C'est qu'elle est très large. Et il y a une gradation en fait dans les adjectifs. Intimidant, ça peut être juste de nature en fait à intimider ou à impressionner. On va jusqu'à humiliant, offensant, où là on a vraiment une atteinte, une volonté d'humilier, une atteinte à l'honneur, à la réputation de la personne. L'agissement sexiste, qu'est-ce que c'est ? C'est une idée reçue, un préjugé, une idéologie discriminatoire qui est basée sur le sexe. Par exemple, t'es un homme, t'es fort, et donc tu peux me porter mes cartons d'archives. Ou alors, on ne va pas fixer cette réunion ce mercredi parce qu'on n'aura aucune femme du service à cause des enfants à garder. Voilà, ça, c'est des exemples d'agissements sexistes. Les agissements sexistes, ça peut être donc des remarques liées au sexe, des blagues sexistes,
des attentes spécifiques liées au sexe de la personne, comme l'exemple que je vous ai donné juste avant, tu es un homme, tu es fort, ou tu es une femme, tu vas être à l'accueil parce que du coup, ça va être plus agréable pour accueillir la clientèle. C'est aussi des incivilités liées au sexe. Par exemple, on va couper la parole plus facilement, soit si c'est un homme ou si c'est une femme, rabaisser, dévaloriser les compétences. Ah ben c'est une femme, elle a aucune autorité. La fausse séduction, et là c'est important par rapport au sondage, les remarques appuyées sur la tenue, la coiffure, le physique, les interpellations familières, ma petite puce, mon lapin, ma poule, etc. Et les considérations sexistes aussi liées à la parentalité et aux charges de famille. Parce que ça peut être envers les pères ou envers les mères. Point important, si une personne ne réagit pas aux propos ou aux comportements sexistes, si elle garde le silence, si elle hausse les épaules, si elle détourne le regard, c'est visiblement qu'elle n'apprécie pas, qu'elle ne consent pas en fait à cet agissement. Si vous avez un collègue qui fait systématiquement des remarques, même positives et valorisantes, par exemple sur les tenues, mais uniquement aux collègues féminines, ça peut créer un environnement de travail intimidant ou hostile. Le contexte est très important en la matière d'agissement sexiste. Si vous avez un ou une collègue qui est féru de mode et qui adore faire des compliments sur les tenues, mais à tout le monde, que ce soit ses collègues masculins ou ses collègues féminins, forcément là, il ne va pas y avoir de problème. Il n'y aura pas de souci. Pareil, un autre exemple sur les interpellations, si vous avez deux collègues qui sont amis, qui s'entendent très bien et qui aiment bien s'interpeller, mon beau, ma belle, et qui sont d'accord tous les deux, il n'y aura pas non plus de souci. En revanche, l'exemple que je vous ai donné, voilà, c'est vraiment si c'est systématique, s'il n'y a pas consensus, que ça ne plaît pas et que ça crée un environnement en fait où il y a des réflexions sexistes systématiques, là, ça ne fonctionnera pas. La défense de dire que c'est une blague, que c'est pour plaisanter, ça ne fonctionne pas non plus. Il n'y a pas besoin d'intention pour l'agissement sexiste. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il ne doit pas être toléré une ambiance de banalisation des agissements sexistes. Et là, je reviens à ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a une infraction qui a été créée. Donc, l'agissement sexiste, c'est dans le Code du travail et dans le Code pénal, on a créé une infraction qui est l'outrage sexiste ou sexuel. Ça existe depuis 2018. Donc, vous voyez, agissement sexiste depuis 2015, 3 ans après, on en a fait une infraction. Et depuis 2023, donc l'année dernière, ça a même été aggravé parce qu'à la base, c'est une contravention hyper rapide là-dessus, mais je trouve ça intéressant. Les infractions, elles sont classées par ordre de gravité. Il y a les contraventions, les délits et les crimes, du moins grave au plus grave, et ça a des conséquences sur les peines et aussi sur les tribunaux qui sont compétents. Et donc, l'outrage sexiste ou sexuel, à la base, c'est une contravention. Mais depuis 2023, quand il y a des circonstances aggravantes, ça devient un délit. Je pense que dans le chat, on vous renvoie aux articles que je ne vais pas, vous lire ici. L'outrage sexiste ou sexuel, c'est quoi? Vous allez voir, ça reprend un peu la définition de l'agissement sexiste. C'est le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité, donc on a vu, ça c'est manquer de respect à la personne, en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou soit ça crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et pour cette infraction, il n'y a pas besoin de répétition des faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en entreprise, il y a un agissement sexiste qui est commis, eh bien ça peut caractériser une infraction. Vous pouvez avoir un des salariés qui dépose plainte contre un collègue ou contre un supérieur pour outrage sexiste ou sexuel. Donc, il y a une circulaire qui donne des exemples pour que ce soit un peu plus parlant sur ce qu'ils considèrent comme l'infraction d'outrage sexiste ou sexuel. Alors, ça peut être des propositions sexuelles, ça peut être des attitudes non verbales telles que mimer un acte sexuel, faire des mimiques obscènes,
Des sifflements. Siffler quelqu'un, c'est un outrage sexiste ou sexuel. Des commentaires dégradants sur le physique, l'attitude vestimentaire. Et aussi, ils ont mis là-dedans la poursuite insistante dans la rue. Ce qui peut être intéressant très rapidement de vous dire, c'est qu'on a des chiffres sur le site du ministère de l'Intérieur. Depuis la création en fait de cette infraction, il y a le nombre d'infractions constatées augmente, avec quand même une stagnation en 2022 et 2023, mais sinon en 2018 jusqu'à 2021, c'était en augmentation croissante. Et en 2023, il y a 3400 infractions d'outrage sexiste qui ont été enregistrées. Alors, c'est que celles qui ont été dénoncées. Faut encore connaître cette infraction. Et c'est surtout dans les grandes villes et surtout dans l'agglomération parisienne que ça a été constaté, mais surtout que ça a été enregistré. Et il faut savoir que majoritairement, c'est des jeunes femmes qui sont victimes et à 97%, les auteurs sont des hommes. Entendu. Parfait. Solène, merci pour ces exemples. Tu t'illustres bien illustré des situations que tu illustres. Moi, je voudrais savoir si à moins que tu n'aies pas terminé, mais moi, je voudrais simplement te relancer sur est-ce que, au regard de ce que tu as dit, on peut concevoir qu'il y a des zones grises, ou alors c'est un gentil prétexte de dire qu'il y a des zones grises. Et est-ce que, de fait, la loi est en avance sur les comportements? Est-ce qu'on peut dire ça? Et concrètement, ça veut dire quoi quand on intervient en entreprise de prendre en compte le fait que la loi est en avance sur les comportements? Je sais pas, je suis très clair dans mes rebonds, mais Alors, c'est-à-dire que effectivement, l'arsenal, c'est ce dont on avait parlé en préparation, l'arsenal législatif, il existe et effectivement, j'avais pas terminé parce qu'en fait, on a dit on parlera pas de harcèlement, mais dans le chat, il y a quelqu'un qui a réagi très justement. Désormais, depuis 2022, donc c'est une loi de 2021, mais entrée en vigueur en mars 2022, quand on a des agissements sexistes répétés, ça devient du harcèlement sexuel. Donc, quand tu parles de zone grise, oui, parce que on va basculer très rapidement sur du harcèlement sexuel, en fait. On vous a expliqué que les agissements sexistes, ça va très vite, puisque c'est tout propos ou blague sexiste. Donc, à partir du moment où il y a une répétition des faits, ça rentre dans la définition du harcèlement sexuel, sachant que il faut savoir que les 5 adjectifs que j'ai pu citer dans la définition des agissements sexistes, c'était déjà emprunté à la définition du harcèlement sexuel, le côté dégradant, humiliant, etc. Et donc, le harcèlement sexuel, c'est un délit. C'est puni de manière... c'est une infraction plus grave que l'outrage sexiste ou sexuel. Et surtout, le harcèlement sexuel, maintenant, dans le texte, c'est pas dit comme ça, mais moi, j'appelle ça le harcèlement sexiste pour que ce soit plus parlant. C'est-à-dire qu'avec une répétition d'agissements sexistes, on va rentrer dans le délit de harcèlement sexuel. Et la définition du harcèlement sexuel, en fait, il y a 2 types de harcèlement sexuel. Soit des actes répétés, des propos ou comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le sexuel, même si ça a caractère sexiste et que c'est de manière répétée et qu'effectivement ça porte atteinte à la dignité ou ça crée un environnement qui est hostile, intimidant, on va rentrer dans le harcèlement sexuel. Donc moi, je considère qu'en fait, la loi, elle est en avance sur la société parce qu'il y a un manque de sensibilisation, que j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions en formation sur des situations en se demandant si c'est problématique, alors que quand ils racontent la situation, oui, on est carrément dans du harcèlement sexuel, qui est quand même quelque chose de très grave, qui peut justifier d'être licencié pour faute grave, par exemple, si on est auteur de harcèlement sexuel. Juste pour compléter, il y a une question, Solène, dans le chat, je pense qu'on y répondra plus tard, sur est-ce que caresser les épaules d'une femme en leur disant bonjour peut être considéré comme un agissement nocif, mais si on peut le laisser après cette réponse après les intervenantes Linda, Sonia et Alexandra, on va y répondre. Et juste pour compléter, je veux bien être clair sur la zone grise. Aujourd'hui, pour moi, il y a une époque où j'ai dû avoir des propos sexistes. Depuis que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet-là, j'en ai plus en fait. Il n'y a pas de zone grise en fait. À partir du moment où on a un propos stéréotypé en fonction d'un sexe,
en fait, c'est un agissement sexiste. Vous le faites 2 fois, ça devient du harcèlement sexuel. Il faut être assez clair que la zone grise, aujourd'hui, si on s'intéresse et ce qu'on sensibilise, en fait, il y a une différence entre la séduction. Je vais donner des exemples concrets. Aujourd'hui, est-ce que je peux le faire? Je peux encore aujourd'hui proposer une invitation à aller boire un café à une collègue ou un collègue d'ailleurs, peu importe, mais à une collègue. Je lui propose une fois, d'accord? Elle ne me répond pas, elle me dit non. C'est non en fait. Et le sujet de dire, je vais lui reproposer au cas où, non en fait, c'est pas possible. On me propose une fois, il y a oui, il n'y a pas de réponse, il y a non, s'il y a oui, il n'y a pas de problème. Et après, quelle serait la situation qui ferait que ce soit OK? C'est-à-dire la personne, au bout d'une semaine, elle revient vers moi et elle me dit, Grégory, en fait, j'ai réfléchi, je veux bien aller boire un café avec toi. Voilà. Vous voyez, je veux dire, en fait, on peut toujours dire des choses, c'est toujours possible. Et après, il y a une autre question, et je pense que Solène le développera plus, et on va laisser la parole aux autres intervenantes. C'est de dire, le travail, ça reste le travail, en fait. D'accord? Il y a des façons de se comporter au travail qui sont différentes. Et pourquoi je dis ça? Par exemple, on ne peut pas proférer des injures comme on veut au travail. C'est un autre sujet, mais on ne peut pas dire plein de gros mots dans tous les sens au travail. On peut pas. Le travail, c'est un endroit spécifique où on doit avoir des comportements adaptés qui respectent la loi. D'accord? Et quand on parle d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est aussi ça, en fait. D'accord? Parce qu'il y a une certaine époque, on vivait toute notre vie au travail. Enfin, je ne l'ai pas connu, hein, mais les gens naissaient, vivaient et mouraient au travail. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a construit une vie à côté. D'accord? Et donc, on ne peut pas se comporter comme on se comporte dans la vie de tous les jours. Après, il y a dans les autres sphères, hein, c'est pas bien les propos sexistes, agissement sexiste, mais ce que je veux dire, au travail, il y a des limites. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a des codes sociaux qu'il faut respecter. Voilà. Entendu. Merci Grégory. Solène, tu voulais prolonger avant qu'on passe la parole. Vous avez été patiente, Sonia, Alexandra et Linda. Vous allez. Solène, tu veux? Non, je vais quand même répondre à la question dans le chat et sinon, non, j'ai hâte d'écouter les autres intervenantes. Ok, super. Merci à vous deux. Solène, non, pas Solène, Sonia. Sonia, donc toi, tu es responsable donc régional en région Auvergne-Rhône-Alpes pour la CFDT. Donc, tu portes le sujet de la sensibilisation au-delà de la formation des élus CFDT à la prévention des agissements sexistes et sexuels au travail. Tu avais déjà eu l'occasion d'intervenir sur un live de Miroir Social il y a quelques temps. Mais là, on était vraiment sur les enquêtes harcèlement de mémoire. Merci à toi de remettre le couvert. Et donc, si on peut commencer avec toi sur le sujet. Avec toi, on va avoir une vue macro, ce qui va être intéressant, donc sur un territoire, sur comment on agit sur un territoire en tant que responsable syndical. Vous avez introduit les formations à la prévention des agissements sexistes et sexuels au travail en 2018. Quand on cadrait l'entretien, t'as pas été, on est clair entre nous, ça n'a pas été, c'est un long chemin pour pouvoir sensibiliser les élus. C'est un très long chemin. Voilà, c'est intéressant de voir avec toi. Ok, c'est un chemin pour sensibiliser les directions, faire tilter les directions sur leurs responsabilités en la matière, mais c'est également un long chemin pour faire tilter les élus sur le sujet, qu'ils soient à l'aise pour le porter, parce qu'il y a tout un sujet de pas être à l'aise pour le porter. Comment on est à l'aise pour le porter? On se sent légitime pour le porter et sans avoir l'impression d'aller à contre-courant de ce que peuvent penser la majorité des salariés qui se taisent. Dur combat. Si tu peux revenir là-dessus, à toi. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que, donc oui, je suis secrétaire régionale sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais je suis aussi membre de la commission confédérale des femmes. C'est la commission qui travaille sur tous les outils qu'on déploie aujourd'hui à la CFDT. Nous, historiquement, on est positionné sur le sujet depuis très très longtemps, donc avant 2018. Et dans nos revendications, y compris dans la lutte contre le sexisme, ça fait très très longtemps qu'on mène ce combat, mais c'est un combat très difficile. Je voulais revenir sur, je rejoins tout ce qui a été dit au préalable, mais c'est d'autant plus important de s'attaquer au sexisme que c'est quand même le terreau des violences sexistes et sexuelles au travail, c'est le terreau d'une part, mais ça en devient un objet aussi d'inégalité entre les femmes et les hommes. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera du dialogue social, mais si on ne s'attaque pas à ça
parce que c'est corrélé aux stéréotypes de genre. Et c'est là toute la difficulté, effectivement, quand on veut s'attaquer à la question du sextile. Il faut s'attaquer aux stéréotypes de genre et au fait qu'on pense, la plupart d'entre nous peuvent penser que parce qu'on est une femme, on a des compétences en matière de relations, de service à la personne. C'est pour ça, notamment, qu'on retrouve un certain nombre de femmes dans les métiers du care, par exemple. Et c'est extrêmement ancré encore aujourd'hui dans la société française et dans les lieux de travail. Donc, c'est aussi toute cette réflexion-là qui nous a amené à nous équiper d'outils très concrets pour que les équipes, les élus du CSE et nos représentants puissent pouvoir concrètement agir dans les entreprises. Alors, on a déployé plusieurs outils. On a à la fois de la formation, mais on a aussi des modules de sensibilisation. Parce que pour nous, le premier enjeu, et ça a été dit précédemment, c'est la question d'identifier. L'identification, elle est difficile puisque les frontières, elles sont minces entre l'humour, la séduction, etc., etc. Et donc, il y a vraiment tout un travail à faire pour savoir de quoi on parle. Quand on parle de sexisme, et ça a été très bien relaté, de quoi on parle. Si on ne sait pas de quoi on parle, on ne va pas être capable de détecter très concrètement les situations dans le quotidien de travail. Et donc, si on les détecte pas, on ne pourra pas agir. Et pour pouvoir prévenir de manière globale, il faut savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est un premier travail nécessaire qu'on aborde à la fois dans nos formations et nos sensibilisations, avec après 2 enjeux. Comment on prévient, mais aussi comment on agit quand ça arrive. C'est les 2 axes qui sont importants. Et tout ça nécessite quand même un énorme travail de déconstruction des représentations. Il y a la loi, mais il y a des notions sociologiques très importantes sur ces questions-là qui sont importantes. Et c'est effectivement sur le terrain très difficile parce que c'est extrêmement ancré. Voilà à peu près comment on travaille. Et c'est vrai que ce qui me rend optimiste quand même, parce que ça fait depuis 2018 qu'on déploie ces outils de manière très forte, c'est d'abord que j'observe que les élus sont de plus en plus demandeurs. Donc ça, c'est un indicateur important. Nos formations sont pleines à craquer, il faut les démultiplier, mais ça s'est pas toujours passé comme ça. On a de plus en plus d'hommes qui s'inscrivent dans ces formations parce que là, on a aussi un sujet. On a encore un déséquilibre dans comment les élus, en fonction de leur genre, s'approprient cette question-là. Donc, on déploie tout un travail pour effectivement intéresser aussi les élus hommes à s'emparer de la question parce que il peut y avoir il y a un risque quand on travaille ces questions-là, c'est de tomber dans une stigmatisation. Et nous, à la CFDT, quand on travaille ce sujet, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est pas on peut porter le sujet parce qu'on est une femme, pas parce qu'on est un homme. C'est on y arrivera, on arrivera à lutter massivement pour prévenir du sexisme quand les hommes et les femmes, les travailleurs et les travailleuses seront sur le sujet. Voilà. Donc, l'angle d'attaque, il est là. Donc, il faut pas tomber sur la stigmatisation. Il y a un énorme travail de pédagogie. C'est-à-dire que j'entendais Grégory qui disait bah, « moi, j'ai tenu des propos sexistes ». Eh ben, moi aussi, j'assume, j'ai tenu des propos sexistes. Avant de travailler sur le sujet, attribuer à un homme des compétences ou pas, je les ai tenus, ces propos, tellement c'est ancré. Et effectivement, depuis que je travaille sur le sujet, je fais extrêmement attention à ne pas, effectivement, tomber dans ce piège de se dire parce qu'on appartient à tel genre, on a telle compétence et on se réduit à ça. Et ce qu'on explique aux hommes, c'est aussi qu'ils ont tout à gagner, qu'on lutte contre ce sexisme. Parce que même si massivement, enfin statistiquement, ils sont moins nombreux à être victimes du sexisme, ils le sont. Quand on renvoie à un homme, y compris, j'ai des exemples concrets, une directrice femme qui lui renvoie que pourquoi c'est pas sa femme qui prend un congé parental, eh ben, on est quand même dans quelque chose qui relève du stéréotype de genre, voire du sexisme. Et effectivement, c'est un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes, réel. Parfait. Je voulais quand on a Alexandra qui est référente, toi tu t'emploies dans les formations que vous dispensez à faire comprendre justement à l'ensemble des élus, hommes, femmes, que vous représentez, que vous accompagnez, que c'est pas parce qu'il y a une référente ou un référent que ça les exclut du jeu et que raison de plus pour eux ça concerne tout le monde. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est pas facile parce qu'il y a quand même un certain nombre d'histoires aussi dans ce sujet-là.
que les élus doivent être les premiers à montrer l'exemple. Mais bon, c'est tellement facile de le dire. Et ensuite, Bah, en tous les cas, au niveau de la CFDT, c'est le message qu'on fait passer, c'est ce qu'on travaille. C'est-à-dire que pour travailler sur cette question-là, tu parlais de légitimité, la légitimité, elle s'acquiert parce qu'on a un comportement exemplaire. Si à la machine à café, je caricature, le délégué syndical avec ses collègues participe de multiplier les blagues sexistes très très régulièrement, c'est évident qu'une personne victime de sexisme n'ira pas frapper à la porte du local. C'est une évidence. Donc, il y a vraiment à la fois un devoir d'exemplarité, mais pour être exemplaire, il faut arriver à repérer soi-même qu'est-ce qui relève du sexisme et qu'est-ce qui ne relève pas du sexisme. C'est pour ça que je parlais de travail pédagogique. Sur la question des élus, il y a un énorme enjeu parce que depuis la mise en place des référents, où bon, le code a donné quelques repères de ce que devait faire le référent, il y a une tendance qui est sur laquelle il faut être vigilant, c'est à ce que tout le monde déporte le sujet sur le ou la référente, bien souvent c'est une référente d'ailleurs, et que effectivement les élus se désengagent de cette question. Or, c'est un problème collectif et c'est un problème de conditions de travail. Le CSE, il est compétent en matière de conditions de travail. Ça doit être un de ses sujets prioritaires. Et j'irai même plus loin, au-delà du CSE, ça doit faire partie des négociations qui doivent être conduites au niveau des employeurs. Parce que, effectivement, c'est très bien quand un employeur affiche la couleur, met en place des choses, met en place des chartes, etc. C'est un premier pas, mais c'est pas suffisant. Ça sera jamais suffisant. On peut afficher les couleurs et dire, ben voilà, nous ici, on lutte contre le sexisme. Si aucun outil, aucune négociation, aucune action est travaillée entre les élus et la direction, je ne suis pas sûre qu'effectivement on progresse pour lutter contre le sexisme, ou en tous les cas faire en sorte de repérer et de ne pas le banaliser. Il faut vraiment un travail concret. Ça demande effectivement que tous les acteurs, toutes les parties prenantes puissent être formés, sensibilisés et créer des outils pour les collectifs de travail. ok. Il y a un sujet que tu voulais qu'on a abordé, que tu as abordé pendant qu'on a cadré l'entretien, pour toi qui est vraiment important et symptomatique, c'est les récentes condamnations qu'il y a eu sur le harcèlement, la notion de, cela en a parlé, de harcèlement d'ambiance. Hein. Alors moi, je voulais simplement te lancer sur les affaires qui ont été jugées. Comment, alors là, je pense qu'on est dans l'exemple, l'illustration la plus grande de ce que c'est, à quoi conduit la banalisation. Ça interpelle, en quoi ça interpelle sur la responsabilité de l'employeur, mais également pour peu qu'il y ait des élus. Je ne suis pas certain dans les entreprises en question, la représentation des salariés aussi, il y a une co-responsabilité. Comment on en arrive là quand même? C'est dramatique, quoi. Ce qui se passe sur les lieux de travail, c'est ce qui se passe dans la société. Enfin, le monde du travail et les entreprises, c'est le miroir de la société. Donc, il n'y a pas de raison que dans le monde du travail, il ne se passe pas ce qu'on observe dans la société, c'est-à-dire qu'effectivement, la plupart des gens sont porteurs de stéréotypes de genre et effectivement, y compris dans leurs propos, peuvent avoir des propos et des agissements sexistes. Ça, c'est notre base. Moi, ce que je trouvais intéressant dans les deux décisions assez récentes qui, en fait, créent la notion de harcèlement d'ambiance. Alors, tu m'avais dit, on parle pas de harcèlement, mais là, c'est quand même issu de la définition du harcèlement sexuel. C'est le fait de dire que même si on n'est pas directement visé par l'agissement sexiste répété, on peut revendiquer que ça porte atteinte à notre dignité. C'est l'exemple de la machine à café. Alors, ça correspond pas aux décisions, mais où je suis un homme, j'ai une collègue femme, j'ai mon collectif autour, et à chaque pause, il y a des remarques sexistes. Il s'avère que cette collègue est blonde et elle en souffre tous les jours, etc. Elle ne dit rien, probablement par peur d'être isolée dans le groupe, mais moi, je suis homme et moi, ça me met mal à l'aise, ces remarques. J'en suis pas d'accord et la répétition va effectivement, quelque part, avoir une atteinte sur moi. Et je vais pouvoir effectivement aller devant les juridictions et parler d'harcèlement d'ambiance. Et même si je ne suis pas visée directement par les agissements, pouvoir effectivement agir à ce niveau-là. Je trouve ça intéressant parce que ça partage la responsabilité. C'est-à-dire que en portant comme ça le sujet devant les juridictions, c'est aussi
un vrai soutien aux victimes qui n'ont pas toujours la possibilité, c'est pas toujours aisé vis-à-vis d'un collectif de travail de pouvoir agir, mais moi, son collègue, parce que je me sens aussi atteint, je peux agir pas en substitution, mais à côté. Et je trouve que c'est un levier intéressant. Voilà, parce que de toute façon, la question des collectifs, la question de l'état du sexisme en France et sur les lieux de travail, il est là. Je vous rappelle que le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, qui produit chaque année des rapports sur l'état du sexisme en France, a quand même noté qu'on avait une augmentation du sexisme et des agissements sexistes. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et même si, effectivement, on en parle beaucoup, on agit, etc., ça n'empêche qu'aujourd'hui, on a une augmentation des agissements, et notamment chez les plus jeunes. Donc, ça doit effectivement nous alerter. Message reçu. Petite relance sur tu en as parlé, sur toi, l'intérêt pour toi, c'était pas on va dire, de corneriser la partie agissement avec les référents, avec ce genre de process, mais d'avoir, bien sûr, les avoir, mais également d'élargir dans le cadre du dialogue social, hein, c'est ce que tu portes. Concrètement, tu plaides pour plus de transparence. Ça veut dire quoi? Plus de transparence dans les échanges d'informations entre la direction et les élus sur les affaires qui sont traitées, sur les politiques à mener. C'est ça pour toi quand tu veux du dialogue social? Il faut que ça devienne un sujet prioritaire. Il faut que ça devienne un sujet prioritaire pour les élus. Il faut que dans les négociations, d'abord, il y a des négociations obligatoires. Hein. Je rappelle qu'il y a des négociations obligatoires en matière d'égalité femmes-hommes. C'est un sujet d'égalité. Ça devrait faire partie de dispositifs qu'on négocie pour mettre dans des accords, mais de manière très concrète. On pourrait parler aussi, je pense que ça relève aussi des accords QVCT, qualité de vie et conditions de travail. C'est un sujet de conditions de travail. Ça devrait pouvoir effectivement se discuter au moment où on négocie sur ces accords. On a plein de portes d'entrée en fait. Hein. On a tout ce qu'il faut en outils. On a à la fois un cadre législatif qui est clair, on l'a vu tout à l'heure. On a un champ de la négociation collective qui nous permet effectivement de pouvoir aborder ce sujet très concrètement en prévoyant à la fois des dispositifs de prévention et à la fois des dispositifs pour agir. Et tout ça, à mon avis, le vrai levier, c'est celui du dialogue social. Mais ça implique que, à la fois côté direction, on joue le jeu, mais ça implique aussi, du côté des élus et des représentants syndicaux, qu'ils s'emparent du sujet et qu'ils en fassent quelque chose de prioritaire et qu'ils le relient comme ça à un enjeu de conditions de travail et un enjeu d'égalité femmes-hommes. Parfait. Grégory, tu auras l'occasion de rebondir là-dessus. Hein. Ouais, oui. Merci Sonia. Grégory, tu voulais parler? Ok. Tu auras l'occasion. Moi, je me permets par un témoignage dans le chat de Damien, là, qui est référent harcèlement et dans son entreprise, qui étaye bien la difficulté qu'il y a à faire de la pédagogie, à se faire comprendre, hein, et qui explique bien que la réticence hein, d'une branche de salariés qui considère que, comme l'a dit Grégory, on peut plus rien dire. Enfin bon, bref, c'est le message et il travaille là-dessus et le boulot que c'est. On va passer à toi, Alexandra. Donc, Alexandra David, toi, ouais. Tu es référente donc harcèlement depuis 3 ans. C'est chez Randstad, donc le groupe d'intérim Randstad sur le périmètre sud-ouest. Ouais. Et pour me mettre dans le bain, c'est que c'est intéressant de voir avec toi que ça fait 3 ans que tu es référent. Et pour autant, en 3 ans, tu n'as jamais été sollicité, saisi de la moindre alerte sur ton périmètre. Alors, comment tu l'expliques, ça? Et pour autant, ça embraye sur la deuxième question, tu as quand même une vue sur tes collègues à toi qui sont référentes également, ou référents peut-être, hein, c'est peut-être des hommes également, sur d'autres territoires, d'autres périmètres de Randstad, où là, il y a eu des affaires. Et comment, si tu peux nous expliquer un peu comment c'est le sujet des agissements sexistes qui est subi par des intérimaires et traités, sachant qu'ils sont mis à disposition, enfin ils sont chez le client, et donc c'est des situations un peu complexes et pour autant en quoi c'est des populations exposées. À toi la parole. Alors bonjour à toutes et à tous déjà. Donc oui, moi je suis référente harcèlement donc depuis 3 ans. C'est mon premier mandat en tant qu'élue, hein, donc j'ai tout découvert en même temps, on va dire.
on m'a chargé de la lourde mission de ce rôle. Du coup, effectivement, j'ai jamais été sollicitée directement. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, dans les entreprises, enfin de travail temporaire particulièrement, je pense que c'est compliqué de savoir qu'on a quelqu'un de référent et que les personnels intérimaires sont malheureusement perdus dans cette vie d'entreprise en fait, donc ils savent pas s'ils doivent s'en référer dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent ou nous l'employeur, puisque Randstad c'est leur employeur. Donc du coup aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de communication suffisante sur ces personnes-là, puisque la particularité chez nous c'est que moi je suis référente harcèlement dans le cadre de l'élu, mais il y a un comité éthique chez Randstad où ce sont des permanents Randstad qui s'occupent de la partie harcèlement. Donc il y a un peu double rôle chez nous, ce qui est pas très bien défini, clairement. Donc du coup, moi, j'ai jamais été sollicitée. Je pense qu'effectivement par manque de connaissances de la part des salariés intérimaires. En revanche, j'ai eu, de cas qui ont été faits dans d'autres régions où les intérimaires ont été victimes de harcèlement. Alors pour le coup, c'était sexuel, avec des attouchements et des choses comme ça. Donc d'une violence inimaginable. Et pour le coup, systématiquement, l'intérimaire a préféré, c'est à chaque fois la salariée qui a préféré partir, puisque visiblement les sanctions sont pas suffisamment encore reconnues. Et puis de toute façon, vouloir sortir de cette situation, c'est pour elle la survie, quoi. Donc, dans tous les cas, elle va pas mettre sa vie en danger pour retourner au travail alors qu'elle est harcelée quotidiennement par quelqu'un, quoi. Donc oui, aujourd'hui, très clairement, c'est un très très gros sujet. Et là, c'était plus des cas, vraiment d'une violence. Ça allait au-delà du sexisme là pour le coup. Et là-dessus, sur ces cas-là, donc là, effectivement, sur ces cas-là, est-ce que les CSE et les commissions, les CSSCT des entreprises, des donneurs d'ordre, se sont mobilisés, ont agi, ont traité le sujet, quand bien même c'était une salariée intérimaire? Alors non, très clairement, j'en suis convaincue que non. Alors je sais que chez un client, par contre, il y a eu une sanction disciplinaire pour le protagoniste. Par contre, pour les autres, sincèrement, j'ai pas entendu. Alors nous, à Randstad, on intervient forcément. Après, j'ai plutôt l'impression qu'il faut qu'on taise le sujet et que c'est plutôt encore tabou au sein des entreprises, très clairement. Ok. Alors, ce qui est intéressant avec toi, Alexandra, c'est que tu es également, toi, tu es consultante en agence. Donc, opérationnellement, tu n'es pas à temps plein élu. Et là, pour le coup, tu es en contact quotidien avec des employeurs. Et c'est intéressant de voir, en tant que là, cette fois opérationnel, mais également élu. Donc, tu t'es formé, etc. Donc, tu as un regard particulier sur les situations que tu peux vivre par rapport à ton métier. Et c'est quoi la réalité? Et comment on fait quand on est à la fois élu et consultante dans une agence où on doit vendre, on doit faire du commercial, par rapport à des clients qui ont des propos. Il y a un décalage entre il y a la loi et la réalité. Et là, c'est un peu parfois hallucinant au regard de ce que tu m'as raconté. Je te laisse continuer. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis dans une agence généraliste. Donc, je délègue dans le BTP, l'industrie, le tertiaire, peu importe le cadre, sauf le médical. Et effectivement, j'ai des clients qui encore font des réflexions, pas plus tard que la semaine dernière, en me demandant quelqu'un pour revenir travailler dans son entreprise donc je lui propose des compétences, parce que très clairement, moi, je vends des compétences. Et donc, je lui propose quelqu'un et là, il regarde le CV et il me dit, mais certainement pas une femme. Donc là, en plus, vu mon rôle, je lui dis, mais comment ça, je ne comprends pas. Les compétences, que ce soit une femme ou un homme, je ne vois pas pourquoi la femme pourrait pas exercer votre métier. Ah, mais quand même, vous ne connaissez pas notre métier, Alexandra? Je fais, si, justement, je le connais très bien, j'ai fait des études de poste chez vous, et cette femme exerce ce métier depuis plus de 10 ans. Et donc, bonne nouvelle, effectivement, il a été ravi, puisque j'ai insisté et j'ai dit que de toute façon, ce serait elle qui se présenterait demain sur le poste de travail. Et donc, du coup, il a été ravi, il m'a rappelé, il m'a remercié d'avoir insisté, parce qu'il n'avait jamais pris de femme sur ce poste, en fait, très clairement. Donc, elle était ravie, elle, parce que de toute façon, peu importe, elle ne travailler qu'avec des hommes ou avec des femmes, c'est pas important pour elle. Elle, ce qu'elle veut, c'est travailler. Et du coup, voilà, les deux parties étaient plutôt
ravis de cette expérience. Donc, c'était plutôt drôle. Donc, ça l'a bien, voilà. Et tu peux nous raconter ce que tu fais quand tu te retrouves devant un client ou un prospect où dans son bureau trône un magnifique poster sexiste. C'est quoi, qu'est-ce qu'on fait quand une fois encore on est élu, on est référente agissement sexiste et commercial par ailleurs? Alors, du coup, oui, parce que la situation était assez cocasse. Je me retrouve au sein d'une carrière à aller visiter un client qui est donc dans ce milieu et dans d'autres, hein, voilà, on va pas se mentir, un magnifique calendrier trôné de femmes bien dénudées. Et donc, du coup, j'entre dans l'Algeco et donc j'ai vu sur ce superbe calendrier et je lui dis « Ah, ben, je pense que je vais t'apporter un nouveau calendrier. » Et là, il s'est senti gêné. Et lors de ma dernière visite, là, quand j'y suis retournée, le calendrier avait disparu. Donc voilà, comme quoi il avait pris conscience que effectivement, c'était pas forcément bienvenu ce type d'image quand on arrive dans le bureau, quoi. Voilà. Mais parce que moi j'ai parce que moi j'ai l'idée de le dire, parce que ça me dérange, parce que franchement ça me dérange très clairement. Donc il y en a peut-être à qui ça n'a pas gêné, ou alors qui ont été mal à l'aise et qui du coup ont détourné le regard, parce que je dois pas être la seule femme à être passée dans les carrières, hein. On a un métier qui est 80% de femmes dans notre métier de consultante au sein de toutes les agences. Donc du coup effectivement il y en a qui ont dû se contenter de ça. Moi non, je peux pas. Mais voilà, c'est parce que c'est moi en fait. Non, mais ça commence certainement aussi par là. Enfin, c'est même pas certainement, ça commence par là. Et l'autocensure, quelque part, Wahiba, qui est dans le chat, bonjour Wahiba d'ailleurs, qui est déjà intervenu sur des rencontres de miroir social et qui connaît très bien l'intérim, étaye ce que tu dis en disant l'autocensure qu'il y a. Enfin, bon, ou alors la façon de le dire. Donc, tu l'as dit, t'as pas été en frontal non plus par rapport au gars. Tu l'as joué finement et ça a d'autant mieux marché. Un autre point sur lequel je voulais te relancer par rapport à ton activité professionnelle, c'est Linda qui prendra la parole après, qui me l'a rappelé, tu me disais, par exemple, souvent dans le BTP, etc., sur les chantiers, il n'y avait pas de vestiaires séparés hommes-femmes, c'était pas prévu, alors que normalement, la loi le prévoit. Oui, tout à fait. Et donc, si on peut en venir à ça, sur le fait que, dans bien des cas, il n'y a pas de vestiaire proposé aux femmes, et ça induit quoi comme situation pour les femmes d'acceptation, entre guillemets, enfin bref, comment on fait par rapport, alors que normalement, il devrait y avoir des vestiaires séparés de fait? Oui, tout à fait, de fait. Alors moi, j'ai eu une salariée qui a travaillé dans le BTP très longtemps pour des grosses enseignes, hein, Vinci, Colas, etc. Donc du coup, quand elle arrivait sur alors les carrières, c'est quand même particulier, hein, c'est un monde à part, hein, ils sont souvent dans un Algeco, limite les toilettes, c'est des toilettes turques, enfin voilà, il y a un toilette, mais des fois même pas un robinet, enfin voilà, c'est quand même des conditions très très spéciales. Et donc du coup, elle avait pour habitude, elle, de se changer dans sa voiture. Et donc un jour, elle m'appelle, elle me dit écoute, je suis embêtée, je suis trempée parce que tu comprends, j'ai dû me changer dans ma voiture. Je dis comment ça, t'as dû te changer dans ta voiture, je comprends pas. Donc je suis retournée voir la carrière en question et donc il me dit oui, si elle veut, elle se change dans les toilettes. Et j'y vais aux salariés où ils se changent dans les toilettes. Donc non, elle ne va pas se changer dans les toilettes. Oui, sinon elle vient déjà avec ses vêtements de travail. Non, en fait, elle va se salir toute la journée, elle va remonter dans sa voiture sale. Enfin, non, pourquoi elle devrait faire ça et que vos salariés, vous, ils font pas ça? Donc, oui, effectivement, on n'y avait pas pensé parce que jusqu'à maintenant, effectivement, on n'avait pas eu de femmes. Donc, après, ils ont fait installer un Algeco. Et j'ai eu le cas contraire, complètement à l'opposé, d'une carrière qui s'est montée où j'ai suivi le chantier d'installation, vraiment du montage de la carrière propre. Et donc, quand je suis revenue sur le chantier terminé, il avait prévu un vestiaire femme, lui, parce que il avait que des hommes dans son personnel. Mais quand j'ai visité, j'ai dit c'est bien, vous avez prévu un vestiaire femme. Il fait oui, pourquoi j'en aurais pas? Je vous dis ça parce qu'effectivement, j'ai vu beaucoup de carrières où il n'y a pas de vestiaire femme. Donc, c'est intéressant que vous ayez eu la présence d'esprit dans mes trains. Il me fait oui, mais moi, je viens d'un autre milieu où effectivement, dans l'industrie, on avait déjà double vestiaire et donc ils sont habitués et c'est des mentalités très clairement. Il faut faire quelque chose sur les mentalités parce que sinon ils évoluent pas en fait. Donc pour le coup j'étais contente de me dire il y a un vestiaire femme qui va peut-être jamais servir parce qu'il aura peut-être jamais de femme dans son personnel, mais en attendant au moins il a le mérite d'exister et il est là et au moins si demain je dois amener une femme dans son équipe elle sera accueillie dans de bonnes conditions. Donc c'est plutôt rassurant.
Ouais, merci de ton témoignage qui étaye le fait aussi de la responsabilité collective, de le fait, est-ce que, la dernière question, après c'est, est-ce que vous, en tant qu'opérationnel, je ne parle pas en tant qu'élu, en tant que salarié Randstad, en tant que consultante, vous êtes formé à ça, à ce genre d'approche par rapport à des clients qui n'ont pas encore tilté, et les accompagner sur le fait de comprendre ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils doivent faire. Ah ben bien sûr, oui, évidemment. On est dans l'obligation, en fait, déjà pour l'égalité de traitement. C'est très important dans le monde de l'intérim, puisque les intérimaires doivent être traités comme leurs salariés permanents. Donc, dans tous les cas, effectivement, l'égalité de traitement est très, très important chez nous. Donc, on doit toujours se dire, notre salarié doit être accueilli comme un salarié lambda de l'entreprise. C'est pas parce que c'est un intérimaire qu'il doit être traité différemment. Donc, dans tous les cas, les conditions de travail, la rémunération, la sécurité, ça doit être la même chose pour tous, en fait. Donc, oui, effectivement, c'est très, très important et on est formé à ça. Et systématiquement, on doit poser les questions. Comment va être intégré notre intérimaire? Comment va être accueilli notre intérimaire? Est-ce que c'est ce que vous faites avec vos salariés permanents? Enfin, voilà, tout le temps. Parfait, merci à toi. Alors, tu as parlé, tu as commencé ton intervention en rapportant le cas d'une forme par défaut d'une discrimination à l'emploi que tu as quand même infléchi, heureusement. En tout cas, de fait, ça partait comme une discrimination à l'emploi. Et ça m'amène à poser la question à Grégory et à Solène sur le comment, ok, on n'est pas dans le agissement, la discrimination à l'emploi, c'est déjà une infraction, mais comment le lien que vous faites, on est dans une approche globale. Qui veut parler là, Grégory ou Solène? Alors, je vais donner un exemple et je vais dire qu'on sait aujourd'hui, de manière empirique, que la non-mixité est un facteur de risque. D'accord? Donc, la mixité est un facteur de protection contre les agissements sexistes. Et je vais vous donner un exemple. Dans les hôpitaux, parce qu'on a formé beaucoup de personnes, dans les salles de pause d'infirmières, il peut y avoir des infirmiers qui subissent beaucoup d'agissements sexistes du coup, parce qu'il y a très peu de mixité homme-femme. Et inversement, il y a la hiérarchie, et ce sont souvent des hommes, des professeurs, des médecins, et qui eux ont des agissements sexistes envers les femmes à des niveaux qui sont soit infirmières, aides-soignantes, etc. Et ça, c'est quoi en fait? C'est justement, on n'a pas une mixité dans la hiérarchie, d'où l'importance de faire exploser le plafond de verre, c'est-à-dire avoir de la mixité dans la hiérarchie et arrêter les filières sexuées, infirmières, infirmiers, vous voyez, et ça, c'est important. Et là, on arrivera, et c'est pour ça que c'est sociétal un peu, parce que pour enlever les filières sexuées, ça remonte à d'autres sphères que le monde professionnel. Hein. Mais vous voyez, ces sujets-là, de justement la mixité, est un facteur de protection contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. D'accord? Et je rappelle quand même qu'il y a un article qui parle de l'évaluation des risques, hein, l'article 4121-3, et il dit « Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. » D'accord? Ça veut dire quoi? Quand on sait qu'il y a un risque qui concerne plus soit les femmes, soit les hommes, on doit agir en conséquence. Et vous voyez, tout ça, dans la mixité, hein, c'est important. Et un employeur qui s'engage, il doit s'engager dans la mixité des métiers. Alors après, ça, c'est un gros travail parce que ça part de l'école. Mais c'est pour répondre à cette histoire de discrimination. S'il y a une discrimination à l'embauche, s'il y a beaucoup d'hommes ou de femmes dans un métier, c'est un facteur de risque qui va potentiellement aggraver le risque ou augmenter sa survenue. Voilà. J'espère avoir été clair. Solène, tu voulais rebondir? Il y avait un point qu'on n'a pas abordé. Je voulais c'était sur les sanctions. Si on peut faire une petite incise sur les sanctions liées à l'agissement sexiste. Solène, tu nous entends? Oui, je suis là, malgré le fait que j'ai un problème de caméra. Bon, on t'entend. Voilà. La sanction de l'auteur d'un agissement sexiste? En fait, il y avait la notion de sanction parce que tu parlais au niveau des sanctions civiles. Il y avait une gradation dans l'entreprise. Comment on sanctionne l'agissement sexiste? Souvent, oui, c'est-à-dire que oui, en 10 minutes, j'ai pas évoqué tout ça, mais fait, quand je parle d'infraction pénale, il y a effectivement le volet pénal, mais ça c'est différent en fait de l'employeur. Lui, il ne va pas sanctionner sur la base de l'infraction pénale. Les sanctions que tout salarié qui commettre un agissement sexiste, c'est une faute. Donc, ça peut amener à une sanction. Alors moi, je vois pas encore de licenciement
liés à des faits d'agissement sexiste, hein, clairement. Déjà, quand on a du harcèlement moral ou harcèlement sexuel, les auteurs ne sont pas toujours licenciés non plus. Même si là, on a quand même des décisions qui permettent à l'employeur de considérer qu'un auteur de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel a commis une faute grave. Malgré tout, moi, j'invite quand même, effectivement, les employeurs ne peuvent pas laisser sans sanction. C'est-à-dire qu'il y a notamment, moi j'ai un dossier où c'est l'inspection du travail, informée de faits qui avaient pourtant été commis 1 an auparavant, a invité l'employeur à réagir. Alors, l'employeur ne pouvait plus sanctionner les faits fautifs, puisqu'il y a une prescription des faits fautifs, mais en revanche, il a quand même dû faire un rappel à l'ordre, intervenir dans la communauté de travail, parce qu'il a eu la pression de l'inspection du travail pour le faire. Donc oui, il y a des sanctions qui sont possibles, et vu que c'est de moins en moins accepté dans la société et qu'on a l'arsenal législatif pour le faire, pour moi, je pense que de plus en plus, ça va sortir, et qu'un employeur qui ne sanctionne pas, après, le salarié qui est victime, il peut lui aussi faire une action au civil, notamment devant le Conseil des prud'hommes, pour réclamer des dommages et intérêts. Il y a dans le chat, il y avait des situations qui étaient évoquées de personnes victimes qui ont fini par être en arrêt maladie, en dépression, en inaptitude et être licenciés. Ce salarié-là, victime, il peut contester son licenciement, il peut dire que son inaptitude, elle est liée au manquement de l'employeur parce qu'il y a des faits d'agissement sexiste ou autres qui ont été subis, et il peut demander des dommages et intérêts, contester son licenciement, et l'inaction de l'employeur sera sanctionnée. Donc il y a les sanctions des auteurs et les sanctions de l'employeur qui ne respecte pas son obligation en matière de santé et sécurité. Entendu. Il y a une question. Pardon, si je peux compléter ou pas. Non, parce que je voulais rebondir sur ce que disait Solène. Effectivement, dans le chat, il y a la question des victimes qui est posée un petit peu régulièrement. Alors, j'allais dire, quand les faits sont dénoncés, on sait qu'on a le cadre législatif qui va bien, on sait qu'on peut obliger l'employeur à agir, on sait que, voilà. Le problème, c'est quand les victimes ne veulent pas parler et qu'effectivement, au bout du bout, c'est elles qui vont subir les conséquences jusqu'à perdre leur emploi d'une manière ou d'une autre, parce qu'elles ont été victimes d'agissements sexistes et que ça les a rendues malades, parce qu'on parle bien d'effets sur la santé des personnes. Moi, je crois que ce qui est primordial, c'est la prise de conscience des élus sur le fait qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir agir. C'est pas parce qu'une victime, elle a le droit, ne veut pas qu'on dénonce une telle situation parce qu'elle a peur des représailles, et je vais vous dire que les représailles, c'est pas un fantasme, c'est une réalité, que les élus ne peuvent pas agir. Ils ont toute une capacité de pouvoir, en tous les cas, agir en prévention pour mettre le focus sur le fait qu'il y aurait un climat sexiste dans tel service, des problématiques. Et puis, eux, ce sont aussi des témoins directs de ce qui se dit. On a parlé du harcèlement d'ambiance tout à l'heure. Le sexisme est interdit dans l'entreprise. Un délégué syndical, il peut écrire à son employeur pour lui dire, pour lui demander de faire cesser des agissements dont il aurait été témoin, sans pointer particulièrement telle ou telle situation, parce qu'il n'y a pas de politique de prévention du sexisme dans l'entreprise. Il faut impérativement que les élus, et pas que le référent ou la référente, se saisissent de la question, parce que c'est encore trop difficile pour les victimes de dénoncer parce qu'elles s'exposent et parce que les représailles, c'est elles qui vont les avoir, pas seulement de la part des employeurs, parce que dans les collectifs de travail, parfois, ce n'est pas compris, et il peut y avoir un isolement, j'ai des exemples en tête, de la personne, y compris au sein du collectif de travail, notamment quand il y a très peu de mixité. Hein, quand c'est une femme au milieu d'atelier qui, à chaque fois qu'elle traverse l'atelier, a des remarques sexistes, vous imaginez bien que ça va être un petit peu difficile pour elle de dénoncer les agissements, si ce n'est que de prendre des risques, d'être complètement exclu du collectif. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là, bien avant la sanction, autour de la parole et de comment on fait concrètement. Ok, Linda, je sens que tu voulais prendre la parole, c'est à ton tour. Oui. Linda, merci à toi d'intervenir. Donc toi, je répète, donc tu es syndicaliste, tu es délégué syndical, tu es représentante syndicale CECI au sein de l'agence Pénélope, donc une grande agence d'hôtesse et d'hôtes d'accueil, qui propose des services en prestation chez les entreprises clientes. Justement, on parlait
est-ce que dans une agence comme Pénélope, il y a des clients qui, encore en 2024, vous demandent une sélection des hôtesses ou des hôtes sur l'apparence? Est-ce que ça c'est passé Oui. ou ça existe encore au moment où on se Non, parle? malheureusement, oui, ça existe encore. Des clients qui vont demander. J'ai vu une réaction par rapport à l'âge et je suis tout à fait d'accord. Par rapport à la taille, par rapport, voilà, on veut des personnes qui font des femmes qui font du 38. On voudrait que des femmes. On voudrait ça arrive beaucoup, encore beaucoup malheureusement. C'est vraiment malheureusement, c'est là où la prestation de service est un peu difficile. Alors, je regroupe, par rapport à Alexandra, c'est son intervention. C'est pas toujours facile par rapport aux clients, hein, quand on est prestataire de service et encore plus quand on est à l'accueil ou voilà. Nous, on a beaucoup d'historique là-dessus. Voilà. Donc oui, moi, on en a beaucoup. Oui, Entendu. que ce soit pour l'âge, que ce soit pour la taille, que ce soit c'est même arrivé, mais alors, il y a fort longtemps, ça fait 23 ans quand même que je suis dans cette société, la couleur des cheveux et des yeux. Voilà. Ok. Entendu. Linda, alors, vous avez, il y a les situations, de toute façon, les situations, elles sont forcément complexes, mais elles le sont peut-être encore plus dans votre secteur où donc les hôtesses et les hôtes d'accueil sont donc chez le client, mais ils cohabitent, ils sont à proximité d'autres prestataires qui sont les agents de sécurité. Qui sont également prestats du donneur d'ordre. Tout ça, c'est un écosystème assez compliqué de proximité. Et quand il y a des agissements sexistes, comment ça se traite et comment les situations se présentent. J'hallucinais, quand on préparait l'entretien, tu me parlais des histoires avérées que vous avez eues d'agents de sécurité qui jouaient avec leur caméra sur les hôtesses, quoi. Oui. Donc, quand on en est là, comment on détricote ce genre de situation? C'est excessivement difficile. Alors là, j'avoue, déjà, les responsables, c'est assez complexe, qu'il faut en parler au client, que le client va en parler à l'autre prestataire. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais rebondir aussi, c'est par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Moi, c'est un problème de preuve parce que dire, il y a un tel qui m'a dit que j'étais très mignonne ou je vais très simple dans. Mais il faut des preuves en fait. On va vous dire mais oui, ok, mais la responsable va dire oui, mais ok, mais donnez-nous des preuves que la personne vous a fait ci ou vous a donné ça, etc. C'est hyper compliqué. Je suis pas d'accord, mais voilà, c'est parole contre parole. Après, quand on arrive, il y a la réponse aussi qui est très souvent, c'était pas méchant, c'était pour rire. Mais en fait, non, c'est pas drôle à partir du moment où déjà la personne daigne le dire. C'est que déjà, oui, on sait que c'est pas si facile parce que nous, par exemple, dans prestataire de service dans l'accueil, oser dire, voilà, je subis ça. Ça veut dire que les responsables vont devoir en référer normalement au client et potentiellement le client souvent c'est oh là, moi j'ai pas trop envie qu'il y ait de bruitage là-dessus. Dans ces cas-là, on change d'hôtesse. Alors, il y a l'effet de l'article L4121-1 du Code du travail sur et par rapport à l'employeur qui a raison dans l'idée de prévoir que le salarié se sente bien voilà, au niveau moral et physique au travail, etc. Mais on va la changer de site. Donc, ça veut dire la mettre sur un endroit potentiellement plus loin, donc plus de trajet pour elle, et à des horaires qui peuvent aussi changer. Donc, des fois, il y a aussi les personnes qui osent rien dire de peur. De peur aussi qu'on leur change leur mode de vie, où ils vont plus pouvoir aller chercher leur enfant le soir, ou alors pouvoir les accompagner le matin. Et ça, on le vit aussi beaucoup. Et j'ai rebondi aussi par rapport à une réaction, je crois que c'était Camille, qui justement indique, oui, mais nous, on a des appels, ok. On va nous dire, voilà, je vis ça. Des personnes qui disent, elle est sympa ta nouvelle tenue, mais la jupe, elle est un peu trop longue. Voilà. En fait, on va nous appeler pour nous raconter. Ok, on va intervenir, on va essayer de faire quelque chose.
Mais elle dit non, parce que non, je veux pas, non, je vous le dis, mais je voudrais pas que vous interveniez parce qu'après, voilà, je vais le subir, le client ou la personne, et puis c'est hyper dur, quoi. Donc là, on sait quelque chose et c'est très très compliqué de se dire ok, je peux pas intervenir parce qu'elle veut pas. Il faudrait que je sois sur le fait, sur le lieu pour l'entendre. Mais effectivement, quand il y a quelqu'un d'autre, les gens ils le font pas. Voilà, c'est. Après, je me permets juste de raconter une petite anecdote qui va aussi sur une collègue, deux collègues, plusieurs d'ailleurs, qui l'ont subi. C'est chez un client de voiture, on ne dira pas le nom, qui donc les filles sont au standard, moi, voilà, et donc elles prennent les rendez-vous pour tout ce qui est révision, contrôle technique, etc. Et ça arrive que des clients appellent, alors des clients donc de la société, voilà, et qui appellent en disant voilà, j'aurais besoin de prendre un rendez-vous. Oui, pas de problème. Ce serait pourquoi? Non, mais alors je voudrais parler à un homme, s'il vous plaît. Monsieur, vous inquiétez pas, je suis formée, il y a aucun problème. Non, je veux parler à un homme. Voilà, j'ai rien contre vous, mais je préfère un homme. Voilà. Bon, alors, ça va être des agissements comme ça. Bon, là, on peut, là, pour rien faire, pour faire quelque chose, c'est hyper difficile. Voilà. J'ai plein d'histoires comme ça. Linda, moi, je voudrais te lancer sur, comme Alexandra, ce qui est intéressant avec toi, c'est, ok, tu es élue, tu es syndicaliste, tu es militante, mais tu es également opérationnelle aussi, tu es chef hôtesse, donc tu encadres des hôtesses. En tant que salarié, on a indépendamment de ta casquette d'élu, quel message en tant qu'encadrante d'équipe, quel est le message sur le sujet que tu fais passer à tes équipes et comment toi tu te donnes les moyens de faire de la prévention? En général, effectivement, je vais faire beaucoup de communication. Je vais surtout les inciter à venir me parler dès qu'il y a quelque chose, puisque effectivement, je vais pas laisser. Je vais plutôt analyser ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, potentiellement changer, voir si je vais modifier ou être plus à même. Après, ça va vraiment dépendre du cas, mais surtout qu'ils viennent me voir pour adapter le problème et pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Voilà, donc ça va être un client qui va venir à l'accueil. Si c'est régulier que des clients, parce que c'est dans un milieu spécifique, alors souvent oui, BTP et compagnie, ça va être potentiellement mettre une pancarte, comme on voit maintenant, qu'il faut respecter les personnes, etc. Remettre le petit article de loi qui va bien. Déjà, ça peut, voilà, essayer de faire de la prévention. Mais d'être à côté des collègues, oui. Dans ces cas, je vais être plus présente. Ok. Et vous êtes formé en tant que manager, la direction, vous êtes formé à ça? La direction, est-ce que c'est de la formation, de la sensibilisation, ou c'est un simple flyer C'est quoi? Franchement, c'est vrai que c'est plus un flyer, c'est plus une sensibilisation générale. Faudrait plus de formation, mais ça voilà. Maintenant, je sais que par exemple, donc chez nous, chez Pénélope, tout à l'heure, je crois que c'était Solène qui en parlait. On a mis un référent homme et un référent femme, puisque suivant le cas, moi c'est déjà arrivé qu'un autre d'accueil m'appelle parce qu'effectivement la cliente lui faisait du rentre dedans en disant c'est sympa, tu serais comme ça, et puis tiens, tu veux pas aller boire un café avec moi, voilà. Il y a eu le cas du si tu viens pas boire un café justement avec moi, dans ces cas-là, tu partiras. Voilà. Merci pour ces illustrations claires, Linda. Alors on arrive, il nous reste un petit quart d'heure, donc je vous propose d'être un peu, de rebondir. Là, je sais pas, je pense que ça amène des réactions. Enfin, dans le chat, là, excusez-moi, je fais des digressions, mais il y avait une question de Bertrand qui était intéressante, qui montrait que dans une équipe, comment un manager se débarrassait petit à petit de toutes les femmes pour en fait masculiser à 100% son équipe petit à petit. Un cas avéré a priori, donc intéressant à noter. Et bon, Linda, tu poses la question de la preuve. Moi, ça m'amène à relancer un tour avec tes collègues intervenants sur. Et on le voit dans le chat des personnes, des personnes qui disent voilà tout tracer, des mails, la trace, pas se contenter de l'oral, etc.
Tu l'as mis sur la table, Linda, la question de la preuve, la difficulté. Grégory, qui veut parler là-dessus Je veux bien un Vas-y. début de réponse. En fait, c'est travail, parce que là, on parle des individus et la prévention primaire des risques, c'est travailler sur l'organisation. Et en fait, une organisation bienveillante, comme on voit partout, il faut mettre des vrais mots et des vraies actions derrière. Et une vraie action, la force du symbole. Par exemple, si vous avez affiché très nettement que la direction, elle a signé et qu'elle est engagée et qu'elle affiche ça partout, je suis contre le sexisme, je lutte. Toute action sexiste sera sanctionnée et fera, croyez-moi déjà, la dissuasion, ça inhibe l'organisation, elle doit inhiber ses réactions. Et là, qu'est-ce qu'on parle en réalité, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est pour ça que j'ai commencé mon discours par la première action, c'est l'engagement de l'employeur d'une tolérance zéro affirmée au quotidien. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans les difficultés rencontrées souvent? C'est qu'il n'y a pas de soutien hiérarchique, il n'est pas là. Donc on est seul face au problème. Et la force symbolique de la sanction et de l'engagement de l'employeur, elle est très très forte. Je dis pas que ça suffit, hein, mais déjà ça. Et souvent nous, ce qu'on voit, on ne voit pas en fait. On fait beaucoup d'analyses. Dans le DURP, on ne voit même pas en tête d'affiche les agissements sexistes, alors qu'on vient de dire que c'est un phénomène massif. Alors on voit les TMS. Je minimise pas les autres risques. Attention. Hein, mais on voit bien les TMS parce que c'est ce qu'on mesure. Il y a des maladies professionnelles derrière, etc. Sauf que ça, on ne le mesure pas. Maintenant, on le sait, on l'a mesuré, on voit le problème et l'employeur, il s'engage pas réellement sur le sujet. Et ça, tant que vous n'avez pas l'aide de l'employeur, c'est quand même un premier élément. Donc, en tant qu'élu, c'est déjà c'est ça qui est aussi de mettre l'employeur face à ses responsabilités. Et après, en tant qu'élu, c'est ça qui est aussi compliqué. Vous faites un rôle très difficile, en fait, finalement. Il faut être très courageux pour être élu. Parce que c'est aussi de mettre sur la table ces sujets-là. Et j'aimerais bien que Solène rebondisse sur ça. Quand une victime, elle parle, d'accord, on le rencontre dans nos vies aussi, hein. Quand une victime vient nous parler, quand moi j'ai quelqu'un qui est venu me parler, c'est qu'elle veut que ça se sache, même si elle vous dit non. Elle veut que ça se sache parce qu'elle est venue vous parler. Elle le veut en fait. Et vous voyez, nous, dans notre vie, sur des problématiques là, dans d'autres sphères hein, scolaires, vous voyez, quand un enfant parle à un autre enfant de sujets comme ça, c'est que ça a envie que ça se sache. Et après, enfin bref, quand une victime vient vous parler, finalement, elle veut que ça se sache. Elle le veut. Solène, Moi, je veux bien rebondir, Rodolphe, sur la preuve. vas-y. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais. Donc, j'ai vu que Solène avait précisé le cadre de la preuve pénale et du régime de la preuve en matière civile sur la question des enregistrements vidéo et effectivement audio à l'insu de la personne. On peut l'utiliser de manière libre au pénal. Il y a une évolution jurisprudentielle au civil. Donc, effectivement, je rejoins Solène quand elle dit si on a possibilité d'enregistrer, c'est bien parce que ça peut faire partie quand même d'éléments de preuve, notamment dans le cadre d'une enquête interne au niveau de l'employeur. Alors, oui, c'est difficile à prouver, mais moi, on m'oppose souvent ça de la part des élus comme il faudrait quand même pas qu'on se dise on n'y va pas, on va pas sur ce sujet parce que c'est difficile à prouver. Oui, c'est difficile à prouver, mais comme d'autres sujets. Hein, par contre, ce qui est important, c'est la question des faisceaux d'indices. C'est-à-dire que dans la définition du Code du travail sur les agissements sexistes, on parle d'atteinte à la dignité, c'est-à-dire des répercussions sur la personne. Et donc, ce qu'il faut mettre en bout à bout, mais c'est pour ça que la personne, il faut l'accompagner, et ça, c'est le job des élus, c'est effectivement de resituer, quand il y a des agissements sexistes répétés, il faut resituer sur toute une période de manière chronologique comment on a observé que l'état de santé de la personne s'est dégradé, son apparence physique, etc. Et c'est l'ensemble de ces indicateurs qui aussi participent d'établir qu'il y a un problème, même si on n'a pas de témoignage direct. Il m'a dit ça ou il me dit tous les jours ça. Ouais, il n'y a personne dans la salle. Sauf que quand on met les choses bout à bout, on peut quand même alerter l'employeur. On peut faire un droit d'alerte d'ailleurs. Moi, je crois vraiment au rôle et à la responsabilité des élus en la matière. C'est leur job, c'est leur mission. L'employeur a une obligation de santé et de sécurité. Là, on a des enjeux de santé. Donc, les élus, et ils doivent rappeler cette obligation vis-à-vis des employeurs, et ils doivent agir et accompagner très concrètement pour aider la victime, justement, sur ces questions de preuve et sur le fait qu'il y ait des enquêtes paritaires sur ces sujets-là. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et après, sur le contentieux, ça sera autre chose. Mais il y a des moyens d'agir, sauf que j'observe que les élus sont souvent sous-équipés.
ne connaissent pas toujours très très bien toutes leurs prérogatives d'élus en matière de CSE, et que on va pas redire ce qu'on s'est dit sur le sexisme, mais que un certain nombre d'entre eux n'ont pas identifié voilà ce que c'est, qu'on doit lutter contre et qu'il faut rappeler ces réalités à l'employeur. Mais c'est possible, et j'ai vu des témoignages en chat. Oui, c'est possible de prouver. Et il faut d'abord agir dans l'entreprise et amener l'employeur, obliger l'employeur à agir dans l'entreprise, avant même de penser au contentieux, parce que l'intérêt quand même, c'est de faire cesser le trouble, hein, qui a des effets sur la santé de la personne, et que la personne, elle ne perde pas son boulot. C'est quand même ça l'essentiel. Hein, c'est le plus difficile, je pense. Ben oui. Et mais c'est voilà, ça, c'est souvent les. Bah oui, mais moi je suis désolée, c'est souvent les personnes qui vont en parler, qui vont subir ce qui va. Chez nous, en tout cas, c'est ça. Et alors, parce qu'on est prestataire de service, mais alors j'entends tolérance zéro, alors entièrement d'accord avec tout le monde. Mais alors, moi, je pense que personnellement, ma société, s'il y a des tolérances zéro, on perd 80% de notre chiffre d'affaires, en fait. Bah voilà, parce qu'on perd le client. Encore une fois, il y a aussi cet effet de client qui fait, oh là là, moi je veux pas. Quand bien même le CSE, le CSSCT de l'entreprise, du client chez qui on est, va s'en emparer. Le client, celui qui signe le contrat, il dira finalement ils sont un peu trop actifs, on va peut-être prendre une autre société qui parlera pas trop. Voilà, ou même par exemple par rapport à l'âge, etc. Si moi j'ai une responsable qui s'est battue pour dire au client non mais elle est très bien, il n'y a jamais eu de problème depuis des années. Pourquoi vous voulez qu'on la change? Oui, mais c'est comme ça ou sinon on change. Et on lui a dit clairement. On lui a dit mais sinon nous on ferait mais non, on ne veut plus d'une personne de cet âge-là. On veut quelque chose de jeune parce qu'on est une société un peu jeune. Bah voilà. Donc, comment vous voulez qu'après la responsable elle agisse en fait? Alors, excusez-moi parce que là le temps tourne. Non mais Solène ou oui, je voulais rebondir à ce qu'a dit Sonia. Ouais, effectivement, elle indique à juste titre que c'est le rôle des élus. Je le pense également, mais il faut pas oublier que c'est aussi le rôle de chaque salarié. Et il y a un article qui nous le rappelle dans le Code du travail, en fait, sur l'obligation de sécurité, c'est que chaque salarié, en fait, il est responsable aussi de la sécurité des autres. Et donc, on peut pas se dédouaner, en fait, de ce qu'on constate. Et ça, c'est un principe aussi dans la vie privée, hein, enfin, de manière générale. C'est un peu facile. Et avec la sensibilisation, on peut rappeler que tout le monde a un rôle à jouer, et encore plus quand on est élu, puisqu'il y a cet engagement et on a la légitimité derrière. Donc cette sensibilisation permet de rappeler à chacun en fait son rôle. Et par contre, sur le fait de dire que il faut que ça bouge en interne sans forcément aller au contentieux, moi je pense que la justice fonctionne et que vu qu'on a la loi, alors au-delà des problèmes de preuve, mais sincèrement maintenant les gens, je trouve que les gens ont plus le réflexe d'acter par écrit. Les employeurs ne répondent pas. On a le salarié qui dit, bah voilà ce que vous m'avez dit, voilà ce que vous m'avez fait, etc. Et on n'a pas de réponse en face. Bah ça, c'est effectivement dans le faisceau d'indices, c'est un commencement de preuve. On a le salarié qui est très précis, qui dit tel jour, telle heure, j'ai subi tel agissement sexiste, et il n'a pas de contestation, il n'a pas de réponse derrière. Et on a une justice qui fonctionne. Et donc, il y a quand même des actions qui sont possibles. Et pour moi, l'évolution peut venir de là. C'est-à-dire, il faut saisir. Moi, je considère qu'aussi l'inspection du travail réagit, va se déplacer en entreprise. Je pense que les acteurs sont quand même sensibilisés. Donc, si on a des élus qui jouent leur rôle, on interpelle l'inspection du travail. On a quand même pas mal de dossiers où encore le salarié n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de mail, il n'a pas saisi les élus, il n'a pas été voir l'inspection du travail, il n'a pas été voir la médecine du travail. Quand on a des dossiers, on a tous ces éléments-là. Bon, je pense que là, la justice va agir et que ça peut faire bouger les choses. Entendu. Parfait. Alors, on va rentrer en phase de conclusion. Je vous annonce les résultats la première question du sondage. Donc, je rappelle la question qui a été posée par Grégory. C'est un collègue qui dit le matin, un homme qui dit à sa collègue le matin, elle est jolie ta robe aujourd'hui, est-ce que c'est une situation qui relève d'un agissement sexiste? Eh ben, 72% vous avez considéré que c'était non, et que quand même 28% vous avez considéré que c'était oui. Grégory,
Et Solène, qu'est-ce que ça vous inspire? Et je vous ai relancé une deuxième question. Solène, je te laisse la poser ou. Alors, pourquoi je ne la vois pas encore? Bon, attends, alors. Voilà. J'ai la première, mais j'ai pas. Ah voilà, c'est parce qu'elle est au-dessus. Ouais. Alors, que pensez-vous de la situation suivante? Un collègue en disant bonjour à sa collègue, donc un collègue homme qui dit bonjour à sa collègue femme, lui dit t'es vraiment trop sexy avec ta robe aujourd'hui. A priori, cette situation relève-t-elle d'un agissement sexiste, oui ou non? Donc, n'hésitez pas à répondre. Et là, pendant les 5 minutes qui nous restent, on regarde ce que vous avez pu voir déjà entre. Il y a quand même, c'est intéressant de noter quand même que vous êtes 29% à avoir répondu que vous considériez que c'est un agissement sexiste. Grégory, Solène, qu'est-ce que ça vous inspire? Et répondez sur la deuxième, comme ça on pourra avoir avoir un point de comparaison. Alors là, Grégory, ton micro est coupé. Si je peux juste intervenir sur le fait qu'il y ait quand même quasiment 30% qui pensent que c'est problématique, ils se trompent pas complètement, mais il manque des éléments. C'est-à-dire que ça pourrait être un agissement sexiste, mais là, tel quel, sans aucun élément contextuel, on reste sur un compliment. C'est-à-dire que pour que ce soit un agissement sexiste, c'est pas parce que c'est juste un homme auprès d'une femme. Il faudrait que cet homme fasse systématiquement ce genre de remarques que à ses collègues féminines, c'est-à-dire en raison du sexe. Parce que ce collègue-là, il pourrait dire à sa collègue « Elle est jolie ta robe aujourd'hui » et se retourner vers son collègue masculin et lui dire « Elle est jolie ta chemise aujourd'hui ». Donc, si c'est un simple compliment, si ce n'est pas lié au sexe de la personne qui est victime de l'agissement. Et s'il n'y a pas un contexte, là, c'est peut-être Greg qui veut faire état si, par exemple, il y a des regards obscènes, elle est jolie ta robe aujourd'hui, si c'est tendancieux, là, on va tomber sur un agissement sexiste. Et en fait, une question de la preuve, comme disait Linda aussi, c'est que souvent, on n'est pas amené à repérer ces situations-là. Mais en vrai, quand on regarde tous dans nos vies, on les entend tous les jours, ces remarques sexistes, ces propos, ces attitudes. D'accord? Et là, souvent, ces agissements sexistes, ils sont pas tout le temps cachés, justement, quand l'organisation, elle dysfonctionne. Ils sont au vu de tous et on les accepte bon an, mal an, parce que on n'intervient pas à un moment donné, soit parce qu'on n'est pas sensibilisé, parce qu'on est, et souvent, beaucoup d'agissements sexistes, il y a déjà un collègue qui est là, la porte, elle est ouverte, c'est quand on se dit bonjour le matin, il y a un autre collègue, il y a une autre entreprise qui est là, qui a entendu aussi la situation. Il est assez rare, ça arrive que ça se fasse juste entre deux personnes, mais là on est sur les autres sujets. Mais ces agissements sexistes, et c'est pour ça que on peut comment ne pas les banaliser? Le sujet c'était ça. On n'est pas sur le harcèlement sexuel qui peut amener d'autres cas très particuliers, très intimes où on enferme la personne. Ces agissements sexistes dans la société, dans le monde du travail, ils sont souvent banalisés et on les entend tous et parfois on les accepte. Alors que quand on est salarié, quand on est élu ou quand on est un dirigeant, on doit dire en fait non. Voilà. Et une question de perdre le marché, c'est bien sûr que la question elle se pose, mais c'est là où il y a le travail quand même des élus, parce que je rappelle qu'un PV de CSE est un élément juridique majeur. Si vous le relevez en PSE dans le PV, déjà c'est un début d'élément de preuve. Nous avons constaté, juste de dire ça en tant qu'élu, vous faites un vote et nous avons constaté ces types d'agissements. Que faites-vous? Déjà, l'employeur est obligé de répondre, comme c'est sur la santé et la sécurité. Qu'avez-vous mis en place? Il est obligé de répondre légalement déjà. Déjà, c'est un début de commençance de preuve, et même sans évoquer la victime là. Oui. Mais ça demande que c'est pas seulement la référente ou le référent, c'est tous les élus. Ils votent une motion parce qu'ils sont tous aussi engagés dans la santé, la sécurité et les conditions de travail. Voilà. Et nous, on est là pour vous aider, WorkSaga, ce que je peux dire, pour vous donner cette force supplémentaire, cet argument solide, en rassemblant ces éléments de preuve par l'analyse du DURP, par l'analyse des maladies, par des observations de terrain, par des écoutes dans les risques graves, etc. On est là pour vous aider et vous donner cette force supplémentaire pour agir. Voilà. Alors,
Et je rebondis quand même sur la deuxième question. Vous êtes quand même 8% à considérer que la remarque hors contexte, t'es vraiment trop sexy avec ta robe aujourd'hui, ne relève pas d'un agissement sexiste. Alors là, Solène ou Grégory? Solène. Oui, bah en fait, si c'est problématique parce que là, le terme qui est problématique, c'est sexy. Pourquoi? Parce que sexy, ça fait référence au physique, au sexe, et ça veut dire que tu es désirable. Donc là, il n'y a pas vraiment de. Là, on est déjà trop. J'ai déjà des employeurs qui m'ont dit, est-ce que ça pose problème de dire il y a du monde au balcon, par exemple? Bah ça veut dire que la personne, elle a une forte poitrine. Bah oui, c'est problématique. Dire à quelqu'un que sa robe, elle est sexy. Ça veut lui dire qu'il est désirable. Donc il y a clairement un caractère sexuel. Alors pourquoi je rentre ça dans l'agissement sexiste? C'est parce que pour qu'on soit sur du harcèlement sexuel, il faut une répétition. Mais très clairement, ce genre de phrase elle est claire. Là, elle est problématique. On peut pas me dire non, ça pose aucun souci de dire en entreprise ta robe elle est sexy. On n'est plus sur ta robe est jolie là. Il y a vraiment une gradation. Le terme sexy n'est pas équivoque. Hein. Et juste pour dire ce que je disais, en fait, le monde du travail, peut-être dans une sphère privée, vous pouvez le dire, peut-être, et c'est discutable. Mais dans le monde du travail, on a des codes sociaux. Sexy, c'est un mot familier. C'est un mot familier. Et c'est comme une injure. On peut pas dire putain, fais chier. Vous voyez que des choses comme ça, c'est pas possible, en fait, dans le monde du travail. En fait, il y a un cadre. Et les violences, ça commence par ça, en fait. Hein. Les injures anodines qu'on accepte, ce mot-là qui est familier. Mais pourquoi on accepte de se parler familièrement dans le travail, en fait? Je pense qu'il faut, c'est là où l'engagement de l'employeur et apprendre, quand on vous a mis tout au début, c'est avoir des propos non sexistes, c'est comment on fait. Et c'est là la sensibilisation et de l'éducation. Ta robe, elle est jolie, ça n'a rien à voir avec là, tu es sexy dans ta robe. Et en plus, si je le dis différemment, je vais pas le faire. On peut monter dans des grades de très désagréables. Vous voyez? Et toute cette gradation, oui, on peut dire, oui, on peut séduire, mais il y a des limites. Et ces limites, il faut que sociétalement, et c'est pour ça que le changement va peut-être venir du monde du travail, parce qu'il y a des lois et on a beaucoup encadré les choses. Voilà. Entendu. Écoutez, on est dans le timing. Alexandra, si tu veux rebondir, n'hésite pas. C'est compliqué parce qu'effectivement, on en fait tous les jours. Enfin, même ne serait-ce que des mots grossiers quand tu es sur un dossier un peu compliqué, ça peut vite déraper. Ça va être une éducation effectivement pour tout le monde, hein, je pense, parce que des fois, c'est voilà des expressions. Il y a du monde au balcon, très clairement. En plus, c'est un peu familier, vulgaire, enfin tout ce que tu veux. Donc ouais, c'est compliqué. Entendu. Écoutez, merci beaucoup. Merci à WorkSaga, Grégory et à Solène d'avoir porté cette rencontre. Grégory, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Oui, on va juste après ce webinaire, on vous enverra un sondage avec le replay et après vous aurez un e-book, un complément quand vous répondrez au sondage. Et le sondage, on va vous le mettre tout de suite maintenant si vous voulez répondre. Et après, vous inquiétez pas, ceux qui ont participé, on l'enverra. Et il y aura un replay. Normalement, c'est enregistré. J'espère que normalement, on n'a pas dit trop de bêtises. Et merci en tout cas à toutes les intervenants et les intervenantes parce que je pense que ça fait partie de la sensibilisation. On commence à prendre conscience. Et oui, c'est difficile, Alexandra, je suis d'accord, d'essayer de faire attention à comment on parle au travail, etc. Mais je pense que ça commence par là, en fait. Mais c'est dur, oui, c'est dur de ne pas dire tout le temps des mots, etc. Mais c'est vrai. En tout cas, merci à vous. Merci à Sonia, Linda et Alexandra d'avoir témoigné de l'exercice. Grégory, il y a un point qu'on a un peu abordé, mais malheureusement le temps est trop compté. Et tu l'as un peu parlé. Sonia aussi, d'avoir une approche organisationnelle, la prévention primaire. Et on est au-delà vraiment agir le plus en amont possible, et ça en termes d'organisation et de dialogue social, comme tu l'as dit également, Sonia. Donc, merci à vous pour vos éclairages. Merci à vous pour votre participation très active dans le chat. Donc, les éléments à suivre, comme l'a annoncé Grégory. Je me suis permis d'annoncer le prochain live de Miroir Social qui n'est pas complètement décorrélé. Le 1er octobre, c'est sur le dialogue professionnel et les espaces qu'il y a pour les élus là-dessus. L'expression des salariés, on en parle beaucoup, mais on n'en fait pas grand-chose. Et c'est du boulot. Et c'est important. Et donc, on parle de dialogue professionnel et la place des élus là-dedans le 1er octobre. Et pas mal de lives à suivre en octobre et en novembre. Je vous annoncerai tout ça. Donc, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci.
Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Je vais couper Au revoir, et j'ai merci à mis si vous voulez, dans la partie modérateur, j'ai mis le lien pour qu'on puisse se retrouver. À bientôt. Je ferme. Oui. La bonne journée et n'hésitez pas à vous inscrire sur le prochain live. À bientôt.